Si vous pouvez poser les questions sur le Google Form, il y a le lien dans la description. Sinon, c'est réparpillé sur Facebook, sur LinkedIn, en message privé, sur YouTube et faut que j'aille les chercher, que je les copie-colle, etc. Et j'aurai bientôt plus le temps de pouvoir faire ça. Donc, faut vraiment le faire sur Google Form, s'il vous plaît. Merci. Bon, on fait les questions-réponses. Il y a ma femme à côté qui corrigera si des conneries sont dites de ma part, sauf si elle s'endort. Je vais la faire à chaque fois. Quel est le traitement le plus indiqué chez l'enfant de moins de 10 ans avec un diagnostic de bipolarité à tendance maniaque et qui s'aggrave? Peut-on espérer une stabilisation et une évolution favorable? Oui, on peut espérer. Il faut toujours espérer. De toute façon, ça coûte rien et ça augmente vos chances que ça se passe bien. Ça, c'est sûr. De façon générale, je pense que de faire de poser des questions à des inconnus sur Internet sur le traitement, c'est dangereux. Parce que soit il vous répond et c'est un crétin, parce que c'est impossible de répondre. On a fait une vidéo avec ma femme qui montre à quel point c'est compliqué sur un cas simple, hein, ça prend 1 heure. Et soit il vous répond pas et vous avez un peu perdu de temps. Moi, ce que je peux vous dire de façon générale, c'est que probablement qu'il va y avoir à un moment ou un autre du lithium qui va être proposé et probablement que il va y avoir plein d'autres diagnostics au milieu, notamment le TDAH ou le trouble oppositionnel ou trouble anxieux ou ce que vous voulez, parce que le DSM est construit comme ça. C'est pas que votre enfant a 15 maladies différentes, hein, c'est le DSM qui est mal foutu. Et probablement qu'il y aura plusieurs traitements essayés de façon simultanée parce que les chances que ça soit en rémission avec un seul traitement sont assez faibles, malheureusement, mais ça c'est comme dans plein d'autres spécialités médicales. Ça te va? La question, ah oui, c'est sur l'aripiprazole là, qui a prescrit de la cariprazine. Quel est votre avis sur la cariprazine? Bah, c'est un peu le même problème que les traitements qui sont portés par les labos et qui sont des neuroleptiques modifiés. Donc là, c'est un agoniste partiel, donc ça ressemble un peu à l'aripiprazole à ce niveau-là. Et bah, souci, c'est qu'il y a des études positives et puis il y a des études négatives pas publiées. Et en fait, le côté pouvoir antidépresseur de la cariprazine, là, est probablement nettement moindre que celui de la lurasidone ou de la lumatéperone. Donc, il y a une AMM, une FDA approval pour la cariprazine, là. Moi, j'en pense rien. Je pense que ça se tente, c'est pas déconnant. Et puis, bah, c'est toujours les mêmes soucis, quoi. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Faut voir. Comment expliquer l'origine d'un trouble bipolaire? Eh bah, on peut l'expliquer si on savait ce que c'était qu'un trouble bipolaire. Donc là, vous avez tu vu? Et quand on les fait, on n'a pas les mêmes réponses. Pour répondre à votre question, il faut définir, un, qu'est-ce que c'est l'origine? Et ça, on peut passer des plombs. Mais deux, qu'est-ce que c'est un trouble bipolaire? Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que je peux prendre des patients atteints d'un trouble bipolaire et puis je peux regarder au niveau de leur gène, qu'est-ce qu'il y a, au niveau de leur processus cognitif, émotionnel, enzymatique, qu'est-ce qu'il y a, et au niveau de l'environnement social, familial, sociétal, mondial, qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, il n'y a pas de diagnostic de trouble bipolaire qui soit reconnu de façon uniforme, et donc on peut pas expliquer les origines. Donc là, c'est peu le serment qui se prend la queue, parce que si on peut pas définir ce que c'est, on peut pas définir les origines. Si on peut pas définir les origines, on peut pas définir ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué. Il y a le schéma classique de gène fois processus intérieur, qui soit cognitif, enzymatique, hémostasique, fois environnement. Et sûr à peu près que une seule variable là-dedans ne suffit pas. Donc en fait, c'est très compliqué. On n'a pas du tout la réponse à cette question. Ah oui, là, c'était quel conseil à donner chez quelqu'un qui veut pas de suivi? Ah non, c'est pas ça. C'est celle qui veut un suivi, mais qui veut un suivi qui soit nickel et de qualité dès le début. Donc moi, mon conseil, c'est que le suivi risque de ne pas être adapté au début. Quand je dis adapté, c'est au sens littéral, hein. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que ça va pas forcément cliquer entre le psychiatre ou le psychologue ou n'importe quel soignant.
ou le chaman ou les compléments alimentaires, le pharmacien, enfin ce que tu veux et donc faut s'attendre à devoir chercher pour trouver celui qui convient et ça, c'est normal. Si vous attendez de trouver le bon pour, rester avec, vous risquez d'être extrêmement déçu. Donc si le premier va pas, il faut en chercher un autre, voire il faut attendre un peu parce que des fois la première fois c'est pas terrible et puis après il faut en chercher un autre. Mais il faut se lancer quoi, parce qu'il y a qu'une seule façon, si jamais il y a des phases hautes et basses, franches avec des problématiques suicidaires, il y a qu'une seule façon, c'est, avec les soins, médoc ou pas et si vous êtes pas à l'aise, et pas en confiance avec le psychiatre, là, bah, faut changer, hein. Il y a dans les études, c'est assez classe, le psychiatre, le meilleur psychiatre qui prescrit du placebo dans le lot et ben, il a des meilleurs résultats que le plus mauvais qui prescrit le traitement et donc en fait, il faut à minima se sentir en confiance parce que sinon le mec, il peut vous donner la molécule miracle, ça le fera pas, quoi. Donc, moi, je ferais ça. Je garderai en tête que c'est un voyage qui est long, avec des embûches et une des premières embûches, c'est de se sentir à l'aise avec le soignant. Si c'est pas le cas, faut en faire un autre. Si vous faites qu'un soignant et que vous êtes toujours pas à l'aise, bah, faut considérer que vous avez des problèmes pour être à l'aise avec un soignant et voir ça comme un exercice et faire l'effort de rester quoi qu'il arrive, hein. Mais, en gros, le message, c'est ça, c'est que ça va être long, faut insister. Pareil pour le médoc, hein. Si le médoc est pas le bon direct, bah, il faudra en faire un autre. Enfin, faut pas lâcher, faut pas abandonner, hein. Ceux qui s'en sortent, c'est pas ceux qui, abandonnent, c'est pas ceux qui n'ont pas de soucis, hein, c'est ceux qui abandonnent pas, quoi. Ce qu'on se disait, parce qu'une autre expérience, ceux qui s'en sortent pas, c'est soit ceux qui consomment des toxiques, soit ceux qui Ouais, prennent pas leur c'est traitement. ça. Ouais, ceux qui s'en sortent pas, en moyenne, il y a des toxiques. Alors des toxiques, des substances psychoactives, ou qui prennent pas leur traitement, mais en moyenne, ça se passe plutôt bien, hein. Mais il faut se faire soigner. Mais c'est comme le diabète, hein, si vous faites pas soigner, le diabète, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. C'est notre avis. Que pensez-vous de l'érotomanie? Quel traitement possible pour l'érotomanie? Est-ce qu'une prise de conscience est possible par la personne elle-même dans ce trouble? Du coup, définition érotomanie pour nous, c'est trouble délirant persistant et en fait, c'est la thématique d'un trouble délirant persistant. Donc c'est pas de la schizophrénie, hein, c'est un trouble psychotique parce qu'il y a une perte avec la réalité sur le plan, processuel et du coup, il y a des éléments délirants, des convictions qui sont maintenues en dehors de preuves factuelles à l'inverse de ce que ça peut être dans le délire. Le pronostic est plus réservé, sur le plan de la réponse au traitement. Si le traitement, c'est le but, c'est de d'abrasser le délire. Mais, sur le plan fonctionnel, en moyenne, c'est des gens qui fonctionnent mieux que les gens atteints de schizophrénie avec des symptômes négatifs prédominants. Donc, voilà moi ce que j'en pense, hein. Je pense que c'est pas très, très fréquent quand même et que si dans ces patients-là, on rase ceux qui vont faire des démences ou des maladies neurodégénératives ou des trucs rares à côté, il y en a un peu moins. Heu Ouais, on a eu un. Bah, c'est ça, mais le problème, c'est que nous, on n'en voit pas souvent, mais ils vont pas souvent à l'hosto parce qu'ils sont pas malades. Parce que un des éléments un peu cardinal là-dedans, c'est qu'ils ont pas conscience du caractère pathologique de leurs convictions. Et donc, par définition même, de prendre conscience du trouble, c'est assez compliqué, hein. Moi, j'ai des patients, l'objet, fantasmé pouvait venir. Bah, oui, oui, les suivis qui viennent, souvent, ils sont forcés par quelqu'un ou d'autre, donc, donc, donc je pense que c'est un peu chaud, donc elle dit, il y a le suivi qu'il y avait eu, c'était une injonction judiciaire. Enfin, en fait, en gros, ils sont souvent ramenés aux soins parce qu'il y a des conséquences, un peu désastreuses parfois de des actes qui peuvent être commis, en réponse aux convictions, mais les patients, ils demandent pas, quoi. Et quel traitement possible pour l'érotomane? Bah, ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez qu'il y ait plus d'éléments délirants, bah, faut arroser ça de dopamine bloquant. Ça répond moins bien que ce qu'on aimerait. Il Les chiffres sont un petit peu, de partout là. Ça va de 30 de réponse à 2, enfin, Ouais, il y a du passif. ça part un peu dans les sens. Les études, elles sont pourries. La définition, elle est très large. Donc en fait,
Le pronostic est pas terrible. Probablement que ça fait partie des exemples où il faut pas massacrer les gens à coups de traitement pour éviter qu'ils délirent plus et que bah, d'essayer de mettre un petit peu des mesures comportementales permet d'avancer un peu mieux en tout cas. Que pensez-vous de la prise de neuroleptiques chez les personnes atteintes de démence? Bénéfices, risques, mésusages. Ah oui, c'est ça, oui, on avait dit mésusages. Je pense pas que les patients atteints de démence mésusent leur traitement neuroleptique. Je pense pas qu'ils s'amusent à gober plus que de prescrire ou, ou de les utiliser différemment. Donc ça doit être le médecin qui prescrit pas comme il faut et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un mésusage de la part du médecin? Je sais pas. Peut-être techniquement non, bon là, je sais pas s'il y a une erreur dans la formulation ou pas. Ce qui est sûr, c'est que, chez les personnes atteintes de démence, normalement, c'est pas prescrit. Normalement, c'est pas prescrit. Juste atteinte de démence comme ça, normalement, c'est pas prescrit. C'est prescrit dans les problématiques psycho-comportementales des gens atteints de démence. Et là, je pense que c'est un bon exemple de mauvaise pratique médicale qui est directement une répercussion des carences de moyens qu'il peut y avoir. Donc en moyenne, les médecins, ils sont pas crétins, hein. Ils savent que, les neuroleptiques chez les personnes atteintes de démence, c'est pas une très bonne idée. Il y a des black box warning de partout. Quand on met ça sur le Vidal, le logiciel explose littéralement d'alerte et donc c'est pas que les médecins sont des crétins. Ce qui se passe, c'est que les EHPAD, c'est des zones de guerre. Il y a pas assez de personnel, il y a pas assez de temps médical et donc quand il y a quelqu'un qui est agité, c'est beaucoup plus simple de prescrire un dopamine bloquant que d'aller regarder si d'abord il a pas une infection je sais pas où, un globe je sais pas quoi, un événement environnemental stressant et cetera et cetera et cetera et donc en fait, c'est un peu comme les benzodiazépines, pour le sommeil quoi, les médecins ils sont pas crétins, ils ont pigé, hein, à force que c'était pas idéal les somnifères. Souci, c'est qu'il y a personne qui fait de la thérapie pour l'insomnie et que c'est une existence et c'est une pratique qui existe dans les recos. Donc, ceux qui font les recos sont dans une espèce de palais de cristal où tout est accessible. Et puis les autres andouilles, ils se font presque insulter d'inaptes et ils prescrivent un peu comme ils peuvent. Mais moi, je le vois, c'est comme si vous me demandiez à Gaza, là, vous pensez quoi je sais pas moi, des rations de survie, bah, sur le plan calorique, c'est pas ouf, hein, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi, hein, voilà. Donc honnêtement, je pense que c'est ça. Le bénéfice, c'est que ça marche sur le court terme, il y a pas de doute. Le risque, c'est qu'il y a des effets secondaires qui soient aigus ou sur le long terme qui sont très bien décrits. Et là, suffit de lire la notice. Enfin, il y a des risques de chute, de confusion, de rétention urinaire, de glaucome, de ce que vous voulez. C'est la tolérance est catastrophique et le risque de mortalité augmente. Cela dit, il y a un biais de confusion, il augmente aussi parce que les gens qui ont ces troubles-là, ils sont plus graves que les autres, hein. Vas-y, je m'y pose. Et qu'en plus, c'est mieux quand il y a moins de moyens. Bah ouais, c'est ça, c'est une cata. Il va rigoler ou pas? C'est bon. Voilà qu'on t'achète un micro casque en fait. Bah en vrai, ce serait trop bien. Comme ça, quand il gueule, paf. Qu'est-ce qu'un effet taille? Ça, c'est ma chanson préférée, franchement. Un effet taille, ça vise à quantifier l'efficacité d'une intervention. Les gens font un espèce de trip collectif hallucinatoire sur le P. Vous avez des études où vous avez P inférieur à 0,00001. Alors là, il y en a qui confondent et qui se disent wow, c'est qu'on est sur du lourd. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire que on est sûr ou qu'on est presque sûr, ou en tout cas, il y a moins de 0,9 machin % de chance que les résultats soient dus à la chance. Donc, si jamais je compare deux groupes et que je prends 5 millions de patients dans chaque groupe, et que je prends 5 millions de patients dans chaque groupe, attends, je vais modifier ça, et bah, j'arrive à mettre en évidence, et ben, je peux mettre une différence statistiquement significative entre les deux groupes de 0,01 millimètre parce que j'ai mis plein de monde. Ok. Et donc, quand vous avez une molécule qui marche à peine, le labo, il peut, parce qu'il met plein de monde et qu'il se démerde, mettre en évidence une différence statistiquement significative. Le P, c'est ça. L'effet de taille, c'est
à quel point il y a une différence et ça, c'est ce qui m'intéresse en tant que patient et en tant que, patient d'ailleurs aussi et en tant que médecin parce que je veux savoir si ça marche ou pas mon truc et à quel point. Parce que si je vous donne un médoc qui diminue la dépression de 3%, à l'échelle d'une population, c'est très bien. Moi, je m'en fous et vous aussi. Et donc, en fait, l'effet de taille, c'est à quel point c'est important. Pour calmer les gens quand ils sont agités, les neuroleptiques, les dopamines bloquants, c'est un effet de taille de 0,9 à 1, donc ça marche bien. La Ritaline dans le TDAH, ça marche bien pareil. Le lithium, ça dépend ce qu'on regarde, mais on est sur un effet de taille moyen, 0,5, 0,6, 0,7 peut-être. Et les antidépresseurs, on est sur un effet de taille de 0,3, donc ça marche pas top du tout. C'est statistiquement significatif, mais moi, quand je le prescris en moyenne, il n'y a pas trop de différence. L'effet de taille ne prend pas en compte le placebo, hein, on est d'accord. D'accord. C'est la différence entre le placebo et rien. Donc moi, quand je donne quelque chose aux gens, j'ai une bonne réponse parce que je l'ai pas comparé à un placebo. Et puis voilà, hein. Donc c'est de 0 à 1 grosso modo, hein. On va faire simple. En tant que soignant, comment accompagner une personne? Ah oui, là, c'est la personne qui a un trouble bipolar et qui veut pas de soins. Bah, je vais faire une réponse à la con. Il faut faire de l'entretien motivationnel, quoi, hein. Si les gens pensent qu'il n'y a pas de problème et qu'ils veulent pas être soignés, bah, il faut les accompagner dans cette démarche pour qu'ils puissent petit à petit soit réaliser qu'il y a un problème, soit être d'accord pour être suivi, puis être d'accord pour commencer un traitement. Et c'est un processus qui met du temps. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément bité, en fait, que c'est un truc qui prenait du temps. Vous voyez, je demandais aux gens: «Vous voulez être suivi?» Ils me disaient: «Ouais, je suis pas sûr, machin». Puis je faisais: «Ouais, il est pas motivé, je me casse». Et en fait, il y a des gens où vous leur dites: «Bah, vous pensez à ça», puis vous revenez. En fait, ça se fait petit à petit, quoi. Et donc, faut le dire aux familles aussi: «Ouais, elle veut pas se faire suivre, elle s'en fout». Et moi, mon conseil comme ça, pratique à chaud, c'est, partir du principe que c'est une plante qui s'arrose régulièrement tous les jours et qui finit par grandir à un moment ou à un autre, de fait. Ah oui. Et l'entretien motivationnel, c'est sublime parce que c'est une psychothérapie qui est, je trouve, d'une élégance incroyable. 2, c'est une psychothérapie où vous pouvez avoir les bouquins directement écrits par les créateurs de la thérapie, donc ça, c'est toujours classe. Et 3, c'est u une des situations où ils ont pu montrer que les formations brèves sur 2 jours aggrave la situation. C'est-à-dire qu'ils ont invité les gens, ils leur ont fait une petite formation sur 2 jours, vous connaissez là, 800 balles tranquille et après ils ont regardé est-ce qu'ils étaient plus efficaces ou pas? En fait, ils le sont moins parce qu'ils pensent qu'ils maîtrisent. Donc c'est l'effet Dunning-Kruger, non, Dunning-Kruger? Denis. Dunning-Kruger, en vie réelle, sur des soignants, enfin c'est incroyable, c'est des mecs incroyables franchement. Donc il faut lire le bouquin, il est dispo, ça coûte 30-50 balles je crois. Mais voilà, c'est compliqué, hein, moi je sais pas faire. Mais c'est plus un objectif vers lequel on essaye de tendre qu'une compétence qu'on maîtrise, de façon absolue. Ça, je me suis assagi, moi. Oh là là, moi je trouve. Bonjour, j'aimerais savoir si les exercices de gestion des modes mentaux peuvent être réalisés chez une patiente déficiente mentale présentant des CNP depuis 1 an. Je vais être tout à fait honnête, j'en ai pas la moindre foutue idée. Je peux dire pour l'audience que les CNP, c'est les crises convulsives non épileptiques. Que, il y a une, comorbidité avec une vraie maladie épileptique, de façon, qui n c'est pas rare non plus. Déficiente mentale, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, ça quand vous dites ça, je m'imagine tout et n'importe quoi là. Il y a un spectre massif et la gestion des modes mentaux, beh, je connais pas. Donc, moi, je lis que de l'anglais, donc c'est peut-être un truc français, mais je connais pas. Je suis désolé. Donc vous allez dire: «À quoi ça sert de répondre comme ça?» Beh, comme ça, vous voyez qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas, hop. C'est quoi le problème avec la paroxétine? Ça alors, c'est quoi les problèmes? Les problèmes, c'est que parmi les IRS, c'est celui qui fait le plus les IRS, c'est les inhibiteurs de la capture de la sérotonine. On dit pas ISRS parce que c'est pas sélectif, on dit IRS par pitié. C'est que c'est celui qui fait le je dis IRS et c'est moi qui ai raison. Tu vas faire quoi? Prouvez-moi que j'ai tort. C'est celui qui fait le plus grossir parmi les IRS, ça, c'est clair.
C'est celui qui a le plus d'interactions médicamenteuses avec les autres traitements parce que c'est un inhibiteur puissant sur des enzymes. Donc, en fait, quand vous le mettez, il faut faire gaffe, qu'est-ce qu'il y a à côté, etc. On a fait un cas clinique avec ça, je crois. C'est celui qui, quand on l'arrête, entraîne le plus de symptômes de sevrage. C'est quasiment systématique, honnêtement. Enfin, je veux dire, nous, quand on voit quelqu'un sous paroxétine qui va arrêter, on prévient, on dit, écoutez, ça risque d'être un peu chiant. Ça se fait, les gens finissent pas aux urgences, c'est désagréable, c'est, c'est pas dangereux, faut être accompagné, ça se fait, hein, c'est pas, enfin, mais bon, c'est chiant. Je sais plus où j'en suis. C'est celui qui est le plus associé à des risques de malformation fétale quand on est enceinte. Catastrophe. C'est celui qui est le plus associé à des problématiques cognitives vu qu'il est aussi anticholinergique, il bloque l'acétylcholine. Dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas assez d'acétylcholine, je vous fais simple. On voit bien qu'il y a un souci quelque part. C'est celui qui a des warnings majorés pour de la suicidalité chez des enfants ados parce qu'il entraîne des états mixtes. Si les gens sous stable, sous paroxétine, s'ils sont les bienvenus, s'ils le sont pas, si vous allez chez un médecin, il n'y a aucune raison de commencer de la paroxétine alors qu'on a d'autres options. Je pense que c'est assez clair pour moi. Et sur la libido, c'est un des pires. Enfin, et sur la fatigue, c'est un des pires. Enfin, on en oublie en fait à chaque fois tellement il y en a quoi. Donc j'ai un gros souci avec la paroxétine. Petite question, les effets antipsychotiques de la clozapine seraient dus à l'activité antagoniste des récepteurs 5-HT2A? Non. Enfin, je pense pas. La trazodone a une activité antagoniste 5-HT2A? Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt de la trazodone sur des symptômes psychotiques? Non. Ils ont créé la molécule pour ça, hein. Ils ont mis de la pimavansérin. Pimavansérin, ça se termine par sérine. Et du coup, c'est un antagoniste 5-HT2A. Vous avez ça avec la ritansérine qui a été rajoutée à l'allopéridol pour faire du risperdal. Et donc, l'allopéridol, c'est un dopamine bloquant pur. La ritansérine, c'est un 5-HT2A bloquant. Et quand vous mettez les deux, pouf, ça fait du risperdal, un neuroleptique de nouvelle génération, un 5-HT2A, sérotonine bloquant. Ils ont sorti la pimavansérin pour la psychose dans la maladie de Parkinson, parce que l'idée, c'est que il y a une espèce de surrégulation des récepteurs 5-HT2A parce qu'il y a une défaillance du système de transmission sérotoninergique au niveau cortical et que ça se termine par trop de dopamine ensuite. Ça marche pas ouf dans la maladie de Parkinson. Ça marche malheureusement, enfin, la psychose parkinsonienne. Ça marche pas mieux que la quétiapine ou la cloza, donc c'est un peu emmerdant quand même. C'est pas exempt de certaines problématiques, genre il y a une augmentation de la mortalité là-dedans, donc ça fait quand même chier. Et l'efficacité dans les psychoses au sens large, dans la clozapine, dans la schizophrénie par exemple, eh ben ça marche pas. Donc c'est loin d'être ouf et ça se tient sur le plan de la problématique psychotique parce que la clozapine, elle est déjà très 5-HT2A bloquante et c'est pas vraiment ça dans la clozapine qui permet de faire la différence. Donc probablement qu'il y a des patients psychotiques sur des versions plutôt hallucinatoires avec des hallucinations visuelles, etc., qui ressemblent un peu à la maladie de Parkinson, qui sont peut-être plus sensibles parce que les gens psychotiques, c'est un gros paquet, hein. C'est comme le TADA, c'est comme tout le reste. Mais c'est pas le breakthrough là qu'on aura sur les problématiques psychotiques. Et la xanoméline qui va arriver là peut-être, mais pas en France. Vous évoquez la prescription de traitements thymorégulateur en fonction de l'âge, la spécificité du trouble des comorbidités somatiques. Pourriez-vous faire si vous avez possible? Non, on peut pas récapituler. On a fait une vidéo de 1 heure qui, je pense, montre qu'on peut pas récapituler au risque de dire n'importe quoi. Je pense. Je pense. J'aimerais bien, mais je pense. Pourquoi parlez-vous de maniaco-dépression plutôt que de trouble bipolaire? Ça. Parce que c'est pas pareil. Maniaco-dépression, c'est des phases dépressives, ou des phases hautes, ou des phases mixtes qui reviennent de façon cyclique. Paf, c'est fini. Donc si vous faites que des dépressions, vous êtes maniaco-dépressif, bingo. On n'en parle plus, c'est mieux. Ils se sont foirés quand ils ont fait le passage de trouble maniaco-dépressif au DSM, dans le DSM-3, en trouble bipolaire. Et Moi, puis voilà. j'aime pas maniaco-dépression. Ouais, elle aime pas. Elle aime pas parce qu'on est en France sur la psychose maniaco-dépressive qui traîne et ça fait vieux psychiatre qui pige rien. Mais Bah non, et puis je trouve que le terme reste très dichotomique et que c'est bien si tu connais l'histoire du truc, mais en vrai, pour bah, les patients, je pense pas que ça parle beaucoup. bah, je leur explique et moi ils sont contents et préfèrent ça. Ok. Allez hop. Que pensez-vous de l'approche diagnostique et processuelle de Hayes?
Bah, moi, je pense que c'est vachement élégant. Je pense que c'est mieux que ce qu'on a pour le DSM sur le plan cognitif, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose. Mais là, je pense que vous êtes psychologue, oui, c'est ça. Je pense que vous êtes psycho, donc moi, vous me parlez de trucs qui me parlent peut-être un peu moins, entre guillemets, parce que je fais pas de psychothérapie, je me tiens à jour, j'en fais de fait parce que les gens s'imaginent qu'on fait pas de psychothérapie, mais tu crois, tu leur dis, écoute, tu vas prendre du lithium, ça peut te péter les reins un petit peu, ça peut marcher peut-être dans un mois ou deux, mais il faut une année avant de voir. Tu fais la prise de temps et tu reviens me voir. Tu crois, tu prescris ça alors que tu fais pas un peu de thérapie, franchement, ça me paraît fou, moi, mais bon, pourquoi? Donc je pense que c'est très bien, c'est très élégant. Je sais pas si ça, enfin, moi j'aime bien quand c'est con. Genre la DBT, c'est con. La meuf, elle a écrit un bouquin où tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Donc même si t'es le dernier neuneu comme moi, tu peux faire un groupe de DBT et ça marche de dingue. Ace, c'est un peu plus freestyle quand même. Hein. T'as plus de part dans l'interprétation de l'auteur là. Donc c'est vrai que moi, ça me sert moins, mais il faut l'avoir lu, à mon avis, il n'y a pas de doute. Hein. C'est plus intéressant que Freud. Euh, Quelle classification sémiologique vous conseillez pour un psychologue? Excellente question. Eh ben, il faut acheter un bouquin de référence sur chaque sujet, donc trouble bipolaire ou maniaco-dépression. D'ailleurs, le dernier bouquin de référence sur ça, ça s'appelle Manic Depressive Illness. C'est Jamieson et Goodwin. Va m'expliquer que c'était pas mieux que trouble bipolaire. Bon courage, merci. Elle est en train de pleurer à côté là. Donc sur voilà, enfin bouquin de référence sur le trouble bipolaire, sur la dépression, sur le TDA, sur la schizophrénie. Moi, je les ai si vous voulez. Je pense que c'est un peu bourrinos à lire, mais il n'y a pas d'autre solution que enfin, d'aller loin dans le sujet et de voir ce qui se dit au-delà du DSM, quoi. Franchement, tous les jours sur LinkedIn, je vois des trucs. La dépression, c'est les 9 critères. Bah, c'est pas possible. Excusez-moi, c'est pas possible. En fait, le DSM, ils ont pris les signes les plus spécifiques. Donc, ils se sont dit, les douleurs, les gens, ils ont tout le temps mal dans la dépression, mais ils ont tout le temps mal aussi dans la fibromyalgie. Donc, on va pas le mettre, ça sert à rien. Donc, ils ont mis des trucs comme ça qui sont moins fréquents que d'autres, genre les idées suicidaires. C'est, à mon avis, pas utile. Et, bon, bref. Donc, vous n'avez pas le choix que de vous coltiner tous les bouquins. La cinquantaine bipolaire type 1 TADA, traitement psychotique Concerta et un taux de cholestérol largement au-dessus de ce qui est préconisé. Alors là, largement au-dessus, je sais pas ce que ça veut dire, mais on va dire que c'est pas bon. Le mauvais, ça doit être le LDL, j'imagine. J'imagine que vous êtes au-dessus de 5 millimoles ou je sais pas quoi. Parce que c'est 1,9 hein, normalement. De ce que j'ai compris. Alors la diète cétogène, de ce que j'ai compris, c'est un régime qui fait l'apport aux matières grasses, ou c'est fort avec Après, tu sais, ça dépend de ton risque personnel. ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, j'imagine que c'est celui-là dont il parle. Donc là, ma femme va me corriger, mais pour moi, la diète cétogène, on n'est pas en train de dire à tout le monde de faire de la diète cétogène. Ça, c'est important. On veut pas avoir de procès. Au contraire, il y a Et- certaines contre-indications. il faut faire gaffe, il faut savoir ce qu'on fait, et c'est clairement pas en m'écoutant témoigner une fois que vous savez ce que vous faites, et je sais pas ce que je fais non plus. Donc là, je reviens vers vous quand j'aurai bouquiné des bouquins de nutrition, il y en a quelques-uns qui arrivent. Fait de la place dans la bibliothèque. La théorie, et tu me diras si je me trompe, la théorie, c'est que, et moi j'aime bien ce côté un peu unificateur, c'est que vous n'avez pas l'hypertension artérielle, du diabète, du cholestérol, de l'obésité, la fibromyalgie. Voilà. Vous avez une résistance à l'insuline et la quantité de glucides qu'on récupère dans l'alimentation aujourd'hui est faramineuse par rapport à ce que l'être humain avait sur les derniers millénaires. Et le postulat, c'est que, en fait, il y a trop de sucre. On arrête les conneries. Les patients à trompe bipolaire, ils ont moins d'enzymes qui sont nécessaires quand ils utilisent de l'énergie par le gras, et que le gras n'est qu'une forme de stockage de l'énergie, d'où qu'il arrive, y compris quand il arrive du sucre, et qu'en fait, quand vous avez une résistance à l'insuline, vous utilisez moins votre sucre, et du coup, ça fait du gras, et donc, en fait, il y a un lien entre gras et sucre qui est très clair. Ça, c'est très clair. Euh, euh, et c'est pas une question de quelle quantité d'acide gras vous prenez par jour, quoi. Donc le risque sur le plan cardiovasculaire, moi je le connais pas. Je sais pas si on a des études bien foutues Non.
qui nous disent ça. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes dans un cas extrême, c'est simple. Si moi, en fait, c'est pas compliqué. Si je fais pas de diète cétogène, je suis chez McDo tous les jours, je bouffe des gâteaux de goûter. Donc en fait, moi, c'est simple. Si je fais pas ça, j'ai un régime infâme. Donc en fait, Mmh. j'ai pas trop à réfléchir, quoi. Je fais ça, je perds du poids, c'est fini, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est vraiment aussi simple que ça. Et j'insiste, j'ai pas fait ça pour le poids. Mais la réponse à votre question là, c'est chez les gens qui ont du Concerta, chez les gens qui ont un trouble bipolaire de type 1, qui ont 50 ans, qui ont votre poids, votre bilan lipidique, machin, quel est le risque en mettant en place une alimentation de ce type-là? Moi, je l'ai pas. Non, on le connaît pas. Je pense que le mieux, c'est quand même d'en parler avec votre Voilà, le médecin, médecin, de puis il voir vous ce qu'il en dira, ouais, pense. il vous dirige vers un endoc, hop. Voilà, et éventuellement, après, une fois que c'est mis en place, de faire beaucoup de surveillance. Mais Mais c'est mais avec voilà. le médecin. Mmh. Et après, si vous perdez 40 kilos, on peut se dire, c'est peut-être, il y a peu de chances que ce soit pire que les 40 kilos que j'ai perdu, quoi. Mmh. Vous précisez prendre la metformine pour son effet coupe-faim. Pouvez-vous distinguer l'effet metformine de l'effet de la diète cétogène? La première fois qu'on a fait ça, ma femme, elle a dit, ouais, c'est pas un coupe-faim, faut faire gaffe, les gens vont dire que c'est comme les enfêtes. Moi, je suis pas d'accord. On va faire les deux en même temps. C'est pas un coupe-faim, parce que quand les gens entendent coupe-faim, ils entendent en fait, et ils se disent, waouh, c'est du dopage, machin. Si vous filez ça à votre petit copain qui mange trop, ça risque de pas être incroyable, hein. Et donc, en fait, c'est pas que l'effet coupe-faim, c'est l'effet coupe-faim, l'effet amélioration de l'utilisation de l'insuline, l'effet diminution de la production du glucose, du glucogénèse, etc. Enfin, il y a plein de trucs que ça fait, c'est pas juste un coupe-faim. Et c'est pour ça que c'est pas supprimé du marché, c'est pas de la meth en fait, c'est pas de l'enfête, c'est pas de la lorcassérine, c'est pas de la phatermine, c'est pas de la subitramine, c'est pas les coupe-faim qui ont été enlevés, genre le Mediator, ça n'a rien à voir. Et donc l'effet metformine de l'effet de la diète cétogène, bah moi il y a une vraie question en fait parce que maintenant que je suis en diète cétogène, je sais pas si j'ai besoin de metformine du tout, je suis pas tout à fait sûr. Euh, les deux visent à une amélioration de l'utilisation ou une diminution de l'utilisation de l'insuline pour éviter de devenir insulino-résistant. Et donc, il y a un petit recoupement, mais il y a rien à voir. Il y en a un qui est un mode alimentaire, l'autre qui est un médicament que vous prenez régulièrement. Il y en a un qui a un niveau de preuve pour la perte de poids qui est plus établi. La metformine, la Ah bah perte de oui, poids sous psychotrope, il y a pas mal d'études. La diète cétogène pour la perte de poids sous psychotrope, il y a pas très beaucoup peu. d'études. Faut montrer que tu perds du poids, faut montrer que tu te déstabilises pas ta maladie psychiatrique. Enfin voilà, en termes de niveau de preuve, c'est pas pareil. Ça veut pas dire que ça marche pas. Le niveau de preuve pour l'utilisation de parachute quand vous sautez du haut Mmh. d'un avion est très mauvais. Il y a aucune étude sur ça, hein. Ça Le veut pas problème, dire que c'est ça que marche pas. le peu d'études qu'on a sur la diète cétogène dans le trouble bipolaire ou dans le trouble schizophrénique par rapport à la perte de poids, ils sont sur des patients multirésistants qui ont déjà tout essayé avant. Et donc, du coup, ça sélectionne pas mal, en fait. Et il n'est pas impossible que ça marche sur une certaine catégorie de patients Pas et d'autre, ouais. pas sur une autre. Donc, on n'a pas du tout les chiffres en population générale de cette maladie. Donc, il y a pas de données, donc vraiment. Donc c'est pas parce qu'il y a pas de données qu'il faut pas faire quoi que ce soit, mais les deux sont vraiment pas pareils. Et la metformine, c'est vous continuez à prendre du sucre et vous essayez d'utiliser ça un peu mieux. Et la diète cétogène, c'est il y a plus de glucides. Mm. Et du coup, bah moi en vrai, metformine et diète cétogène, je crois qu'il y a une étude ou deux sur des souris. Mm. Donc c'est une souris qui a posé la question, elle peut y aller. Peut-on confondre trouble bipolaire et schizophrénie? Alors, c'est dur de pas confondre. Et en fait, Mm. c'est un bon exemple de l'EDSM est à chier parce que ils ont créé le trouble schizoaffectif qui en fait n'est rien de plus que les patients schizophrènes et les patients bipolaires en même temps. Donc c'est pas de bol. Si vous faites les taux de comorbidité, ça tient à peu près. Mm. Souci, c'est qu'en pratique, c'est devenu un espèce de petit fourre-tout qui permet, à mon avis, de prescrire un peu plus de neuroleptiques Mm. que ce qu'il faudrait, parce que ce qui marche, un des trucs qui marche le mieux pour réduire les durées d'hospice et la rechute, etc., dans le trouble schizoaffectif, c'est le lithium. Donc, moi, j'ai beaucoup de soucis avec ça. 50% des patients en trouble bipolaire en phase haute, ils sont psychotiques. 25% en phase basse, ils sont psychotiques. 70% des schizophrènes font des dépressions. Pour les dépressions, ça, c'est ton petit combat à toi, ça, j'avoue. Et donc, c'est, à mon avis, un exemple de limite majeure des classifications du DSM, là. C'est foireux, quoi. Et donc, en fait, il y a un continuum
entre la psychose et la normalité. Il y a un continuum entre le trouble bipolaire et la normalité. Et il y a un continuum entre le trouble bipolaire et la schizophrénie. Et c'est pour ça que les diagnostics du DSM-5 ne valent rien parce que ils sont pas discriminants ni avec la normalité, ni avec eux-mêmes. Ça ne vaut rien. Il y a des gens qui disent, ouais, mais si on fait plus le DSM, on fait plus rien, ça fait pas avancer les choses. Mais attends, si tu fais à manger et que c'est dégueulasse, je peux te dire que c'est dégueulasse, hein. J'ai pas besoin d'avoir fait à manger à côté pour dire que c'est dégueu, hein. Enfin, je veux dire, ça a rien à voir. J'ai pas besoin d'avoir une solution au problème. C'est parce que tu as de solution au problème que le problème n'est pas là. Enfin, je veux dire, c'est juste dégueulasse, quoi. C'est pas grave, mais c'est dégueulasse. Ceci signifie le diagnostic F28 de la CIM-10 et dans quel cas de figure le pose-t-on? Bah, c'est les psychoses, autres psychoses non organiques. Donc là, faut imaginer, je sais pas moi, l'externe qui doit trier des papiers, quoi. Il faut qu'il les range dans telle boîte. Et puis, la plupart du temps, il sait pas trop dans quelle boîte le ranger, donc il la fout dans la boîte où on pète un peu tout, quoi. Je tiens à dire pour nos confrères psychiatres qu'on connaît pas la classification par cœur et qu'on avait regardé avant. Ah oui, moi je classe pas la CIM-10, ouais, non. Je vous rassure. Donc ça, on l'a regardé vite fait. C'est un bon exemple, en fait. Un des troubles les plus fréquents, il y a ta main qui traîne là. Un des trucs les plus fréquents, les diagnostics les plus fréquents, c'est le diagnostic non otherwise specified. Donc, c'est les diagnostics où, bah, c'est de la psychose, on voit que c'est pas bon, mais c'est pas non plus une schizophrénie, donc, tchac. Donc, enfin, je dirais, les limites du DSM, suppurent un peu de tous ces ports, hein, je trouve. J'aimerais votre avis sur une autre option thérapeutique pour traiter mes épisodes dépressifs majeurs, le Spravato, ayant découvert que ce traitement nogateur est utilisé je suis curieux. Le Spravato, c'est une faillite commerciale. C'est une faillite commerciale. Il y a des pays qui ont dit on ne rembourse pas ça parce que ça coûte trop cher et qui avaient l'équivalent en intraveineux. La S-kétamine, c'est l'énantiomère S de la kétamine. Dans la kétamine, vous avez la version droite et la version gauche. Et nous, c'est la version gauche, c'est la S-kétamine. Et ça se met en intranasal. Et en fait, les études financières ont été faites, c'est un désastre. C'est vraiment un désastre, quoi. C'est comme si on vous disait, ça vous branche, vous me filez 100 balles, je vous en rends 82, et vous dites, putain, je signe, quoi. C'est un désastre. Ça, c'est le côté financier. En termes d'efficacité, il n'y a pas de doute sur le fait que ça marche. On a même la quantification de l'effet placebo de cette intervention, et elle est à peu près la même que celle des antidépresseurs, et donc on est à 80%, 70, 80% d'effet placebo, donc c'est un effet placebo de bâtard. Ça montre un peu l'efficacité de l'espoir humain, parce que si je vous balance la seringue, le petit flacon de eskétamine dans la tronche en vous disant faites ça, il n'y a pas un effet placebo aussi important. L'efficacité est bonne. Le problème, c'est qu'il faut une porte de sortie avec la Esketa. Moi, je suis en libéral. Je suis pas en train de faire de la Esketa à l'hôpital, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un souci, mais je comprends peut-être pas tout. Il y a des patients, il n'y a pas de porte de sortie. Donc, on commence la Esketa. Et après, en fait, c'est de la Esketa qui se fait un peu tout le temps comme ça, quoi. Et sur la durée de la eskétamine, sur la durée pendant des décades, moi, j'ai aucune donnée. J'ai aucune donnée. Je sais pas. Et il y a même des gens où, en fait, ça commence à marcher de moins en moins bien. Il faut en faire de plus en plus souvent. Il y a le premier case report de tachyphylaxie complète qui est sorti là. Donc, je suis pas convaincu. Enfin, c'est bien que des gens fassent les études, hein. Enfin, mais ils sont en train de faire les études, hein. Je veux dire, les gens font le cobaye pur. Quand la pharmacie me refuse ma metformine, mais que ils balancent de la eskétamine sans ciller là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les effets secondaires, vous les lirez sur le Vidal parce que c'est un nouveau truc, ça a été extrêmement encadré. Et les critères d'éligibilité, bon là, tout le monde peut le faire honnêtement, hein. Donc il faut avoir fait de la dépression résistante, mais ça, tu peux prendre 2 antidépresseurs un peu pourris et paf, t'es en dépression résistante. Oui. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec tout ça, mais c'est pas grave. On va avoir le même truc avec les champis là. Ça a une traînée de poudre, la eskétamine, mais on pourrait y passer 2 heures. Quelle stratégie de traitement du trouble bipolaire en cas d'insuffisance rénale chronique pour des stades 3 et supérieurs? Où trouver des articles de référence? Bah, moi, si vous lisez l'anglais, je mettrais juste sur PubMed Bipolar Disorder, Kidney Disease, Chronic Kidney Disease. Là, c'est trop compliqué, votre truc, honnêtement.
parce que stade 3, je sais pas ce que ça veut dire. Si vous êtes stade 3 et que vous étiez stade 4 il y a 5 ans et que ça s'est fait de cette vitesse-là, bah, c'est pas pareil que si c'est en train de chuter complètement. Est-ce qu'il y a du lithium? Est-ce que vous gardez le lithium? À quel moment est-ce qu'on dit que vous arrêtez le lithium? Ça dépend de plein d'autres choses, de votre poids de machin, des autres facteurs de risque de maladie rénale. Enfin, là, c'est trop compliqué pour vous répondre. Faut un psychiatre qui touche un peu, à mon avis, sur le plan pharmaco. Il faut un néphro qui ait pas peur de la psychiatrie. Parce que souvent, il y a une espèce de mur de Berlin entre les deux, quoi. Le psychiatre, il fait, ouais, ça, c'est de la néphro, je sais pas. Puis le néphro, dès qu'il y a un truc qui passe par le rein, il dit, ouais, je caricature, hein, mais le patient est au milieu. Donc c'est vrai que il y a pas, enfin, les articles de référence ne pourront pas remplacer l'expérience du clinicien parce que là, ce qu'il vous faut, c'est un psychiatre qui a fait de la liaison et qui a vu des patients bipolaires pendant 30 ans. Et là, vous avez grosso modo, il sait grosso modo ce qu'il faut faire. Bonjour, aviez-vous des données des tests laboratoires du Prozac sur les personnes à utérus? Oui, celle-là, je l'avais trouvée marrante. Bon, moi, bon, personne à utérus. J'aime une impression que ce médicament pourrait en avoir sur les saignements et les menstruations. Eh ben oui, sur les saignements, aucun doute, c'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. La sérotonine a besoin d'être présente dans les plaquettes pour que les plaquettes puissent s'activer. Si la sérotonine n'est pas présente dans les plaquettes s'activent pas. Si les plaquettes s'activent pas, vous avez une augmentation des risques de saignement et du coup, vous avez des femmes, des personnes à utérus qui, c'est vrai que c'est pas évident. Des personnes à utérus qui peuvent avoir une augmentation des saignements lors des menstruations. Je sais pas si c'est ça que vous aviez en tête. Il y a aussi le fait que c'est un sérotoninergique, donc il y a plus de sérotonine, il y a plus de sérotonine de façon diffuse dans le cerveau. Donc si jamais en bloquant les récepteurs à la sérotonine de type 5-HT2A, on peut diminuer la présence de la prolactine, et ben quand tu actives les récepteurs 5-HT2A, ce qui va être le cas quand tu mets des inhibiteurs de la sérotonine, ben tu vas avoir une augmentation de la prolactine et du coup tu peux avoir des anomalies hormonales avec des règles qui s'espacent ou carrément qui disparaissent, etc., etc., etc. Je sais pas si ça répond à la question, je pense. Oui, hein, bon. Qu'est-ce que la thérapie ADBT? Ça, c'est que tu parles trop vite, on n'entend pas quand tu parles. T'articules pas. C'est l'ADBT. Ah, c'est pas chier. Non, c'est la thérapie DBT, c'est la thérapie dialectique. Behavioral. Behavioral Dialectical Therapy. En français, c'est la TCD. C'est la thérapie comportementale et dialectique. C'est sublime comme thérapie. Moi, je trouve ça sublime. C'est ce que j'ai fait moi pour les patients atteints de troubles borderline. Ça a honnêtement changé ma vie. Il se passe pas une journée sans que j'ai des endroits où je fasse un truc qui est pas du tout en accord avec cette thérapie, du coup, qui me fait souffrir. C'est ce qui me permet de ne pas m'inquiéter plus que nécessaire quand mon fils est branché avec 15 tuyaux là, de pas être dans le futur en disant si jamais il décède, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui permet de pas passer ma vie à ruminer sur ah là là tout le temps que j'ai perdu parce qu'on m'a diagnostiqué en retard, ils sont tous nuls. C'est ce qui permet parfois de pas m'énerver sur ma femme quand elle est fatiguée et que j'ai été odieux et que de toute façon ça sert à rien, on va pas résoudre le problème maintenant, on fera ça plus tard. Hein. Et en moyenne, quand je foire un truc, c'est que j'ai pas passé assez de temps à me poser la question qu'est-ce que je pourrais faire là-dessus pour m'aider. C'est à mon avis indispensable. Vous appelez ça TCC, psychodynamie, le bouddhisme, comme vous voulez, hein. Mais il faut un peu de ça, sinon vous allez souffrir pour rien. Il n'y a pas un médoc au monde qui peut vous aider si vous n'avez pas des bases de thérapie. On a le bouquin là. Ah, mais je crois qu'il le filme pas, c'est à chier. Il le filme pas, c'est à chier. On a le bouquin, enfin, et ça coûte 50 balles en anglais, ce bouquin, franchement. C'est incroyable. C'est Lynn Anne. C'est Marshall Anne. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir? Pourquoi parlez-vous généralement du DSM comme référence nosographique alors qu'il me semble qu'on utilise surtout la CIM? Bah parce que la recherche, elle est faite avec le DSM en moyenne. Hein. Voilà. Ouais, en France, on utilise la CIM que pour le codage. Ouais, hein. le codage, Les psychiatres, ils utilisent pas la CIM. Bah ouais, hein. Dire, En pratique, c'est le DSM, c'est pas la mais CIM. après, c'est les mêmes problèmes. Hein. C'est kiff bourrico. Vraiment, les problèmes sont les mêmes. Il n'y a pas de souci. J'ai pris pendant 9 mois Effixor et pendant 1 an et demi Abilify. Quelques jours après l'arrêt de l'Effixor, j'ai commencé à grossir d'un coup. Je pesais 55-56 kilos. Je suis passé rapidement à 65, puis 68, puis il y a 6 mois, 74. Je me bats tous les jours pour perdre du poids en 20. Je suis à 71 maintenant. Bon, bah, c'est qu'il y a du poids qui est perdu.
J'ai arrêté Effexor fin décembre 2022 et Abilify fin décembre 2023. Là, il manque les doses, hein. C'est pas que je veux pas, mais c'est compliqué. À votre avis, est-ce que je vais perdre ce poids? Quelles molécules m'ont fait gonfler comme l'effet de la levure sur un gâteau? Ah oui, ça fait gonfler comme ça, la levure? Oui, c'est ça qui fait gonfler. Ah bah, je suis pas un expert de gâteaux, moi. Je les crée pas. Eh ben, moi, je vous avoue que, attendu qu'il n'y ait pas eu d'événements qui n'ont absolument rien à voir, genre un problème de thyroïde ou je sais pas quoi, euh, c'est jusqu'à preuve du contraire, l'un ou l'autre. Lors de l'arrêt, est-ce que le fait d'arrêter avant la vaccine, ça peut permettre de faire flamber la prise de poids sous aripiprazole? Oui, c'est possible, pourquoi pas. Ça peut avoir rien à voir, mais ce qui est sûr, enfin là il nous manque plein d'infos, hein, mais ce qui est sûr, c'est que l'un ou l'autre peuvent faire prendre du poids et l'aripiprazole seul peut faire prendre du poids sans absolument aucun problème. Et que les études que les laboratoires utilisent pour dire que ça fait pas prendre de poids, elles sont sur des durées très brèves, hein. Donc, il n'y a pas de doute que sur le long terme, ça peut faire prendre du poids. Quoi qu'il soit passé, en moyenne, les gens peuvent perdre du poids lors de l'arrêt, hein. Quand ça s'est passé de cette façon-là, 1 an et demi, ça reste pas forcément énorme en termes de durée. Donc voilà, moi, enfin, si c'est rien passé d'autre, ce qu'il est impossible de savoir, en moyenne, les gens arrivent à perdre leur poids, hein. Mais c'est vrai que nous, on pèse les poids toutes les consultes, hein. Et des fois, on a aussi des surprises et paf, ça prend d'un coup. Moi, j'ai vu ça, hein, franchement, ça va à peu près. Et puis alors, de nulle part, t'as des gens qui prennent paf, et ma femme dit surtout avec les Abilify où c'est à peu près comme ça, tu les revois 3 mois après et boum, ça a explosé. Bon, voilà, en gros, ces molécules sont coupables jusqu'à preuve du contraire. Et pareil, sur c'est Et nickel. pareil, ouais, c'est ça. Et pareil, t'as les glycémies qui peuvent décaler d'un coup. Donc, moi, je dis aux patients maintenant, enfin, il y a toujours quelqu'un, il y a un éducateur ou alors moi, je dis accompagnateur, franchement, quand t'es en foyer, tu dis pas éducateur à côté, ça me paraît, c'est pas sérieux. Quand il y a un accompagnant qui vient et qui dit, ouais, mais c'est qu'il mange pas quand même très bien et tout, mais ça change rien, hein. Si les gens mangeaient pas bien avant et qu'ils mangent pas bien maintenant et qu'ils prennent du poids, bah il y a un souci. Et si les gens arrivaient à bien manger avant et qu'ils mangent plus bien maintenant, il y a un souci. Et ces molécules, c'est obésogène. Enfin voilà, c'est pas grave. L'olanzapine chez les enfants, il y a c'est presque c'est plus de la majorité qui prennent du poids. Enfin, je veux dire, c'est plus on est jeune, plus on en prend. Donc là, pour vous répondre, il manque le poids, la posologie, est-ce qu'il y avait d'autres trucs, vos bilans biologiques, etc., etc. On va dire que tout était normal, et ben en moyenne, les gens arrivent à le perdre. Et vous avez vu, vous êtes passé de 74 à 71. Si vous arrivez pas, bah, c'est direction l'endocrino ou nutritionniste ou parce que là, vous êtes quand même à plus 15 kilos et il y a des patients qui ont besoin de metformine pour arriver à perdre du poids. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas un gros mot. Je dis pas qu'il faut prescrire ça, hein, mais il faut que vous vous renseigniez pour voir s'il n'y a pas un truc à faire si le poids ne descend pas. Voilà.